Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité avec aujourd'hui Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Alexandra Spinner, enseignante, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous venez tout juste de publier Parlons-nous la même langue aux éditions de l'Aube que vous avez coécrit avec Brice Sokol. Brice Sokol, voilà. Et Eric Revel, journaliste éditorialiste sur Sud Radio. J'ai commencé le livre de Frédéric, très intéressant. Ça vous concerne. Merci beaucoup. Les lundis et mardis, 7h25, grand matin, Sud Radio. Bon, évidemment, gouvernement Barnier, à droite tous, on est en plein dans la démagogie de tous bords, de tous les côtés. Mais on va y revenir, puisque vos coups de cœur et vos coups de gueule concernent évidemment cette élection. Vous avez regardé le Premier ministre hier soir, cher Eric, oui. Puisque c'est votre coup de cœur. Oui. Bah écoutez, j'ai une petite formule que je la ressors à chaque fois. Je l'ai rappelé à Jean-Jacques Bourdin ce matin dans la matinale. On passe d'un Premier ministre Attal, youtubeur, à un Premier ministre Lagarde et Michard. Ouais. Mais vous voyez ce coup de vieux, en fait, sans esbrouf, sans sens dans la communication, avec un verbe un peu ciselé, qui est celui de Michel Barnier. En fait, je pense que ça rassure beaucoup les Français. Et pour une raison très simple, alors je vais pas faire de la psychologie à Katsu, mais pour une raison très simple. Après, on verra ce que son gouvernement va faire et quelles décisions il prendra. Mais pour une raison très simple, c'est que quand vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, à titre individuel, ou si on parle du peuple, et que vous vous sentez pas très bien dans votre présent, vous avez tendance à regarder ce qui était bien dans le passé. Et d'une certaine manière, ce coup de vieux, en fait, ringardise un peu le coup de jeune communicant de certains anciens premiers ministres. Donc Barnier, je pense qu'il a cette crédibilité-là. Il a cette stature. On va voir ce qu'il va faire, encore une fois. Mais je trouve que c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il fallait donner toujours des primes à la jeunesse, à la Startup Nation. Et en fait, ces gens nous fatiguent. Ils nous fatiguent, vous voyez. Il y en a un peu des jeunes dans le gouvernement, des très jeunes. Non mais je vous parle du couple exécutif qu'on avait, vous voyez, jusqu'à présent. Ouais. Et en fait, on se rend compte que nous mettre sans arrêt sur le dynamisme, l'énergie, etc. En fait, les Français sont fatigués. Ils sont fatigués avec le nombre d'élections qu'il y a eu, et ils ont besoin de reprendre leur souffle. Et d'une certaine manière, me semble-t-il, Barnier offre cette possibilité au peuple français de reprendre son souffle. Voilà. C'est aussi l'échec du soyez fiers d'être des amateurs. On voit bien que ça n'a pas fonctionné. Là, on revient à des gens sérieux qui ont tout un parcours, qui ont des convictions. Voilà, c'est tout. Moi, je l'ai regardé hier, vous l'avez regardé, Frédéric, je l'ai trouvé assez rassurant. J'ai trouvé très rassurant. Il parlait très bien. J'allais dire que dans l'enquête JDD d'hier, où on l'a testé pour la première fois. Alors, historiquement, c'est la première fois qu'un Premier ministre, et nous, on peut remonter jusqu'à Michel Debré, a une majorité de mécontents, parce qu'il y a les circonstances exceptionnelles et les contextes politiques. Mais tout ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que nous disent les Français. Ce qui frappe positivement, c'est son équation personnelle, la capacité à rassurer, l'expérience, le temps long, une forme de simplicité. Et ce qui est intéressant, quand on voit le discours des Français, ça dessine un portrait de l'anti-Macron. C'est-à-dire tous les défauts, à tort ou à raison, qui sont prêtés maintenant depuis quelques années au chef de l'État. Et peut-être aussi sortir de la frénésie médiatique qui a complètement, comme vous le disiez Eric, épuisé les Français. Parce que j'entendais les commentateurs dire « on connaît personne dans le gouvernement, à part Retailleau, c'est que des inconnus et tout, so what ?» quelque part. Enfin, so what Ils sont globalement plus connus que quelques équipes gouvernementales d'avant. En 2017, c'était quasiment que des inconnus. Là, il y en a quand même qui sont connus. Alors, les ministres LR sont connus quand même. Oui, les ministres LR. C'est-à-dire qu'on a ce retour, là, effectivement, on pioche dans le passé. C'est comme si on avait sauté à pieds joints depuis 2017 François Fillon à aujourd'hui. C'est comme si on a enjambé les 7 ans Macron. Et effectivement, quand j'écoutais M. Retailleau tout à l'heure, mais Retailleau, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a perdu la bataille de 2017. Il devait être ministre de l'Intérieur. Il l'est 7 ans plus tard. Michel Barnier, on peut remonter plus en arrière encore. C'est quelque chose qui fait effectivement un retour dans le passé qui est assez intéressant, qui peut rassurer un certain temps. Moi, je doute, si vous voulez, de la capacité à l'inscrire suffisamment longtemps, parce que j'ai trouvé Michel Barnier très intéressant hier, très stable hier soir, mais déjà un peu hésitant, si vous voulez. Le connaissant bien dans d'autres circonstances, notamment dans la dernière qui a été la plus forte pour lui lorsqu'il travaillait sur le Brexit.
sa voix était beaucoup plus affirmée très régulièrement. Là, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec l'âge. Il a toujours une voix de ce type, mais là, pour le coup, on sentait quand même quelque chose qui était, en plus, Laurent Delahousse était plutôt sympathique dans ses questions. C'est-à-dire qu'en gros, il l'amenait là où c'était bien pour lui, la cohabitation, oui ou non, la capacité. Il ne répondait pas. Il y a des questions sur lesquelles il n'a pas répondu. Il était dans quelque chose qui tournait autour, si vous voulez. Et donc là, pour le coup, oui, réassuré par le côté physique, tout à fait d'accord. Cette agitation permanente pour finalement très peu d'action, c'est-à-dire que la réalité, c'est ça. Et lui a promis l'inverse. Effectivement, il est en contrepoint. Et même s'il le dit, je ne veux pas de cohabitation, ça n'est pas une cohabitation, nous sommes sur la même ligne, et c'est très clair avec Emmanuel Macron, on sent bien qu'il y a la volonté d'inscrire. C'était pas assez fort de mon point de vue hier, cette espèce de, non pas d'anti-Macron, mais de stature très différente dans le temps et dans le sérieux et dans l'action. On va y revenir et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec vous et avec Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Alexandra Spinner, enseignante, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié Parlons-nous la même langue aux éditions de l'Aube, et Éric Revel, journaliste éditorialiste à Sud Radio. Et on vous retrouve tous les lundis et mardis à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. Et évidemment, vous avez pour un éditorial politique, gouvernement Barnier à droite, tout point d'interrogation, les mêmes empires, et on recommence. Voilà, sont un petit peu les commentaires qu'on a pu entendre, coalition ou cohabitation, bref, beaucoup de sujets à débattre sur ce gouvernement et sur le choix de certains ministres. Alors, je ne sais pas très bien dans quel ordre commencer, parce que par quoi commencer, puisque vous avez tous des coups de gueule, et plutôt des coups de gueule d'ailleurs qui se rapportent à ce ministère. Frédéric, vous, c'est sur l'absence du ministère du handicap. Vu mon statut, je ne porte jamais de coup de gueule, c'est bien connu, mais je m'étonne de l'absence d'un ministère en charge du handicap. J'ai envie de dire trivialement, c'est ballot, après l'extraordinaire moment qu'on a connu au moment des Paralympiques, où il y a eu des audiences records, une sensibilisation vis-à-vis de la question du handicap, des champions qui ont quand même incarné le handicap et l'envie de réussir. Alors, il n'y a pas que les JO. L'année prochaine, on est en 2025. Ça sera les 20 ans de la grande loi de 2005, et je me souviens qu'en 2015, il y avait eu énormément de débats, de retours sur expérience. Et donc voilà, s'il n'y a pas une personne pour incarner cette cause, même si Michel Barnier a rectifié le tir hier, puisque sur France 2, il a parlé de grande cause qui est la prise en charge de la santé mentale, une politique, ça s'incarne. Les remarques sur la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, très peu au fait de ces sujets, et surtout qui n'est pas connue des Français, ça s'entend, puisque les Français veulent des incarnations. Et c'est vrai que ça peut être corrigé, je suis sûr que ça va être corrigé très vite, mais l'absence d'une personne identifiée, référente sur cette question, je pense, est une mauvaise chose. Et d'ailleurs, les réactions ont été plutôt négatives de ce point de vue-là. Oui, ce matin, effectivement, on peut entendre Philippe Croizon très, très en colère, en disant il n'y a pas de... On peut le comprendre. On peut le comprendre. L'essai n'a pas été transformé, alors qu'il y a quand même maintenant des potentialités. On est enfin dans cette inclusion, dans cette intégration. Oui, il y a eu les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, avec un président de la République très impliqué. On a entendu ce ne sera plus comme avant, on va s'occuper du handicap. Avec ce que nous avons porté aussi à la région pour les transports, ce qui est quand même important, pour l'accessibilité. Je trouve que c'est dommage que la révolution paralympique qu'on a cru entrevoir s'incarne pas. Je partage ce coup de gueule. Bien sûr. Parce que quand même, on est tous d'accord sur le fait qu'on mesure une société à sa capacité d'attention aux plus fragiles. Et là, on est complètement passé à côté. Mais je fais confiance à Michel Barnier pour rectifier le tir. Mais c'est vrai qu'il y a des ministères, puisqu'on peut parler de ces ministères, le secrétariat à l'intelligence artificielle, le ministère de la sécurité du quotidien, le ministère de la coordination gouvernementale. On se demande que c'est des intitulés. Je serais un peu moins sévère que vous. L'IA, nos auditeurs le savent, c'est une véritable révolution. Et puis la coordination, c'est très très intéressant. C'est une nouveauté. C'est porté par Marie-Claire Carrégé, qui va être une sorte de grande communicante du gouvernement, alors qu'elle est élue. Donc et elle est en. Mais à quoi ça sert? C'est pas le Premier ministre qui doit coordonner le gouvernement. En tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est proche de Michel Barnier, qui l'a accompagné pendant la primaire de 2021. Mais en tout
tout cas, laissons de notre côté l'IA. Alors, c'est un sujet qui est tellement, qui envahit tellement nos vies et demandé aux salariés dans le monde du travail que ça ne peut pas ne pas être porté. Incarné et porté, absolument. Oui, non, mais c'est... Oui. Ouais, après derrière, c'est clair que moi ça fait référence à un deuxième coup de gueule qui aurait pu être le premier, c'est celui on nous a vendu une rupture, non pas la rupture, je pense pas simplement thématique ou en tout cas mais du mode d'action. Et là, on a quelque chose qui est pléthorique. On a 39 ministres, vous venez de le citer. On n'est pas obligé de... Alors oui, on parlait d'incarnation tout à l'heure. Il faut incarner, et pour incarner, il faut peut-être des gens connus, mais il faut des gens qui sont directement compétents sur le sujet concerné. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ça on peut pas aller chercher. On a l'impression qu'on a des gens, si vous voulez, d'accord, mais on a des gens quand même qui sont déplacés au gré d'un calcul, effectivement, qui était un choix, un calcul politique. On est face à des partis politiques toutes les forces politiques soient représentées. Exactement, il fallait que tout le monde soit dosé et ainsi de suite. Et donc, du coup, on élargit. Et on élargit à 39 ministres. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que oui, on peut faire le secrétaire d'État à l'IA, mais ça ne mérite pas le secrétaire d'État à ce moment-là, l'IA. Si simplement on veut être sérieux, c'est un grand ministère qui rentre avec la recherche. C'est très transversal. La recherche, voilà, exactement. On est dans quelque chose qui est là, pour le coup, à mon avis, est devenu tellement dominé par les paramètres de l'équation politique, en tout cas les paramètres politiques dans cette équation de composition, qu'on a oublié ensuite les suivants parce qu'on n'avait plus le temps et qu'on n'avait pas le temps de travailler suffisamment. Donc, pour le coup, oui, pour ça, mais alors, pour le coup, le handicap, alors entièrement d'accord, c'est-à-dire que là, c'est une chance, en plus de pousser plus loin, ce souffle, vous avez raison de le dire, ce souffle était important, on a besoin de ça aussi aujourd'hui, on n'a pas simplement besoin de calcul politique ou de dosage et ainsi de suite. Les Français sont, on l'a dit tout à l'heure, en recherche de stabilité, d'une forme de paix, en tout cas pendant un certain temps, et là ça permettait effectivement de rentrer là-dedans. Mais l'heure est grave, si on parle des finances publiques, est-ce qu'on a besoin de 39 ministres? Est-ce que ces ministères-là, alors moi je félicite Michel Barnier pour ce ministère de la consommation que j'appelais de mes voeux depuis des années et qui est important effectivement en cette période. Pardon? Vous n'êtes pas nommé à la tête de ce ministère. En cette période de crise. Mais néanmoins, voilà, j'ai refusé. Néanmoins, on peut s'interroger sur ces ministères qui ne semblent pas être des ministères, me semble-t-il, prioritaires en période de crise, Éric. Oui, alors... Bon, on peut trouver que le gouvernement est pléthorique, etc. En réalité, par rapport à la profondeur du déficit, de la dette... Bon, c'est pas ça, si vous voulez, c'est pas parce qu'on aurait nommé que 15 ministres qu'on aurait rééquilibré les finances françaises. C'est pas. Il y a quelqu'un disait si on supprimait les petits déjeuners à 1,50 € le croissant. Ouais, mais non. Bon. Mais ce qui est plus problématique, me semble-t-il, sont les premiers pas du nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, 33 ans. C'est le coup de gueule de Jean-Christophe. Pardon, je vais vous laisser, mais juste, c'est-à-dire que vous avez un Premier ministre qui dit la situation budgétaire est très grave, hein, vous vous souvenez, très grave, mise sous tension, mais en même temps, elle est très grave. Puis vous avez donc ce jeune ministre qui dit je suis heureux d'hériter du bilan de Bruno Le Maire. Vous lui piquez son coup de gueule. On va l'écouter ce matin lors de la passation. Antoine Armand. Face à de telles réussites, je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un tel bilan. Je mesure aussi l'ampleur des défis auxquels nous devrons faire face ensemble à l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe et où la concurrence internationale nous agresse souvent très violemment. Alors, je vous avoue que je l'ai commenté en direct hier sur une autre chaîne et je me suis pincé parce qu'heureusement dans le synthé il y avait Paris, parce que je me suis demandé si on était vraiment en France. C'est-à-dire que cette passation de pouvoir déjà lunaire, monsieur le maire, mais on peut pas reprocher de faire de la politique et de dire finalement je me suis battu, ça a été, mais il est resté 7 ans. À la différence des autres ministres qui ont tourné tous les 8 mois, lui il est resté 7 ans, donc il est l'acteur majeur. Et en face de lui, il y avait les collaborateurs de tout ce désastre finalement économique et financier. Et quand arrivent les nouveaux ministres, effectivement, là pour le coup, on entre dans le déni, c'est-à-dire le déni du réel. Alors on ne sait même pas si c'est de l'ironie, parce que c'est pas de l'ironie quand on voit ensuite la tonalité du discours qui était effectivement faite d'emphase. On avait même l'impression que ce jeune ministre était en route pour Matignon, tellement il était en déclaration de politique générale pour dire mais tout va bien, on est les champions olympiques de l'emploi, les champions olympiques de la gestion des finances publiques, on est les champions olympiques du développement de l'économie, tout était parfait. Et donc effectivement il conclut en disant mais moi je suis
Ah, mais je suis ravi de récupérer ce bilan. Et donc, c'était plus de l'ironie du tout, c'était quelque chose qui était très sérieux. Et quand on voit la réalité de ce que vivent les Français, pas simplement les chefs d'entreprise ou qui que ce soit qui est dans l'action économique, les gouvernements locaux qui ont besoin d'avoir un lien fort avec ce ministère, mais les Français dans leur vie quotidienne. On avait des gens qui dressaient, en plus en se tutoyant, en plus en s'appelant par des prénoms. Il y avait une espèce d'armada mexicaine là, qui était là, on savait plus qui était quoi. Il y a celui qui arrivait de Business France, alors on sait très bien ce que c'est Business France en plus. Non mais quand vous savez que c'est... Et là, c'est quoi, on a Business France, c'est une agence qui a rassemblé aujourd'hui, qui fait le développement à la fois en entrée et en sortie de l'attractivité du pays. Alors donc ça veut dire que ça accompagne les entreprises à l'entrée et à la sortie pour les Françaises qui vont vers l'extérieur et les autres qui veulent venir s'implanter ici, pour simplifier les choses. Et donc effectivement, tout les discours macro étaient en décalage total avec ce que vivent les Français. Et là, pour le coup, hier, sincèrement, là, c'était beaucoup trop. Et c'était beaucoup trop parce qu'en plus, le Premier ministre, comme ça a été très bien dit, avait annoncé non pas une faillite, comme M. Fillon l'avait fait dans son temps, mais quelque chose qui est très grave. Il annonçait des difficultés profondes, il annonçait des efforts très durs. Et là, on avait des gens qui, dans un grand sérieux, de l'entre-soi de Bercy, raconter une autre réalité qui est une réalité totalement fictionnelle parce que c'est pas du tout ce qu'on vit au quotidien. Un narratif imaginaire. C'est vrai que c'était un petit peu surprenant. Ouais. On va revenir à ces passations. On va marquer une pause. Il y a celle de Gérald Darmanin ce matin également qui fait beaucoup réagir. On y revient tout de suite après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. On parlait du nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand. Je mesure ma chance d'hériter d'un tel bilan. Peut-être vous voulez réagir, Oui, c'est clair que ça peut être vu comme une dissonance avec la perception des Français. Alors, moi, je veux dire les choses. Il a seulement été hémiplégique. Il parle de l'attractivité du pays, objectivement, c'est vrai. Il parle de la baisse du chômage, objectivement, c'est vrai, même si, n'oublions pas... Quels emplois ? Ce qui compte, c'est moins la réalité ou le réel, et c'est le cœur de mon métier, que la perception du réel. Par contre, il oublie deux dimensions flagrantes et majeures chez les Français, le pouvoir d'achat. Ça se décrispe, on l'a vu dans notre enquête sur les priorités des Français, mais ça reste quelque chose de très dur, et je dis souvent, l'injustice pour les Français, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. C'est ça qui a mobilisé les Gilets. Et qui ne vous permet pas de vivre. Voilà. Tout à fait. Quels emplois ? Un travail qui permet de ne pas vivre, et c'est ça qui a été au cœur de beaucoup de frustration. Et c'est un moteur du vote Marine Le Pen, puisque la première motivation du vote RN depuis 2 ans, ce n'est plus l'immigration, c'est le pouvoir d'achat. Et bien sûr, la dette. Dans notre enquête de rentrée pour l'IFOP fiduciaire, vous vous souvenez que la préoccupation sur la dette a gagné 11 points en 1 an. Et c'est vrai que quand les Français écoutent cette phrase, ils ne peuvent que réagir, comme vous l'avez fait, de manière... à tout le moins, très étonné. Je voulais vous faire peut-être sourire. J'espère que le nouveau ministre de la Justice est plus calé en droit qu'il ne l'était en mathématiques. C'était Jean-Jacques Bourdin sur BFM il y a quelques années à la Cour des comptes. Écoutez. Vous êtes habitué à compter en milliards à la Cour des comptes, alors je vais vous demander simplement combien font 7 x 9 ? Vous avez, je vous répondrai juste après 9 x 7, 76, mais le... 9 x 7, oui, vous êtes sûr de 76 et c'est important de bien savoir compter. Et table de multiplication. Parfois, on peut regretter qu'on ne compte... 9 x 7, ça fait combien ? Je vous l'ai dit, 76, à mon sens, là. 9 x 7, non, ça fait pas, ça fait 63. Ah, 63, pardon. Oui, Didier Migaud, ça arrive. Les questions de Jean-Jacques Bourdin. Ne jamais aller chez Jean-Jacques Bourdin quand on n'est pas bon en maths. C'est pour ça que je suis pas invité. On a retrouvé cette petite archive. Ça peut arriver à tout le monde. Bon, c'était un petit clin d'œil. Non, c'était pas très grave. Puis il a peut-être appris. Il a sûrement appris. Non, mais il avait expliqué qu'il avait des machines à calculer, puis qu'évidemment, c'était pas lui qui faisait les comptes. Mais c'est un peu inquiétant. C'est un peu drôle. Ouais. Didier Migaud, Didier Migaud, il va falloir voir comment le nouveau ministre de la Justice fonctionne avec le nouveau ministre de l'Intérieur. Si vous voulez. Vous avez un Retailleau qui, dans son discours d'investiture tout à l'heure, a quand même bien marqué son périmètre, en taillant au passage d'ailleurs l'ancien garde des Sceaux Dupond-Moretti, en disant que les Français n'avaient pas un sentiment d'insécurité, la fameuse phrase célèbre de Dupond-Moretti,
qui va lui coller au basket comme le sparadrap du capitaine Haddock. Et voilà comment ça va fonctionner avec Retailleau. Parce que si vous avez une justice qui ne suit pas, c'est un sujet. Parce que ce matin, il y avait la passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur avec un Bruno Retailleau qui a dit « j'ai 3 priorités, l'ordre et l'ordre », et qui ne tolérera aucun délit face aux forces de l'ordre. Oui. J'ai envie de dire enfin. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour les Français. Des paroles et des actes. Oui, sauf que vous avez un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. Donc depuis qu'il a prononcé son discours, il y a déjà eu atteinte aux forces de l'ordre. Donc on fait quoi? Non mais c'est parce que là il s'est présenté comme un vrai shérif, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il était en mode, en plus physiquement c'était assez impressionnant, incarnant. C'est-à-dire là pour le coup on parlait d'incarnation tout à l'heure. Il était en mode je veux aller au combat, je veux aller au feu. Et donc effectivement, là il promet beaucoup. C'est un peu comme hier. C'est en gros la promesse d'un changement et d'une rupture. Oui, d'accord, il faut pouvoir l'assumer. Et déjà, lui en plus, on lui promet des arbitrages budgétaires qui vont pas dans son sens. C'est-à-dire que ce qui a été promis par Gérald Darmanin est préparé, comme pour la justice d'ailleurs, une augmentation du budget pour les policiers, pour les équipements, pour la capacité d'action, ça fait partie peu des pistes qui ont été relevées dans les lettres de cadrage pour, en gros, limiter pendant un certain nombre de mois l'accès de ces nouveaux fonds. Donc ça veut dire qu'il va être même en difficulté par rapport à sa promesse de son prédécesseur. On l'a dit, Monsieur Migaud, c'est un couple qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas. Maintenant, rien ne dit que Monsieur Migaud soit celui qu'il était quand il était notamment à la Commission des Finances et au président, en tant que président, et qu'il était très dur, relativement ombrageux, voulant faire respecter sa surface de compétences, ainsi de suite. On verra bien. C'est un vrai pari. Retailleau, c'est un des enjeux majeurs de la réussite de ce gouvernement, c'est-à-dire sécurité, et il ne l'a peu dit, mais il l'a dit quand même souvent, immigration. Et c'est les deux points qui, certes, ne sont plus les motivations du vote RN principal, mais qui viennent en 2 et en 3. Ça reste quand même très fort. Et qui sont le débat face à la compétition politique qui a lieu entre les LR et le RN. Donc là, pour le coup, cet enjeu est là. Pardon, mais ça n'est pas simplement une préoccupation pour les électeurs du Rassemblement national. C'est une préoccupation de tous les Français. Moi, déjà, Bruno Retailleau n'est pas homme à promettre ce qu'il ne peut pas tenir. Voilà. On a beaucoup décrié les convictions dans cette période macroniste, mais c'est un homme de conviction. Et moi, je me félicite qu'il y ait le retour des convictions au gouvernement. C'est un homme de conviction, c'est un homme de parole, c'est un homme qui a une certaine idée de la France, et je lui fais confiance pour réussir. Alors, vous, votre coup de gueule, et ça peut rentrer dedans, c'était sur une forme de démagogie. Oui, c'est l'instrumentalisation des sujets de société à des fins électoralistes ou politiciennes, comme on veut. Ça a commencé sous Hollande, ça continue avec Attal, qui demande des garanties à Michel Barnier sur des sujets que personne ne remet en cause. Personne. Et c'est toujours pour cliver, pour diviser, pour montrer du doigt, pour accuser. Et c'est ce vieux logiciel de gauche qui consiste à séparer les bons et les mauvais Français. Et je trouve que c'est insupportable. Et c'est pas à la hauteur de la situation. Et c'est véritablement ce qui fracture notre pays. Chacun est plus préoccupé à énoncer ses lignes rouges que trouver des points de convergence, plutôt que d'agiter des chiffons rouges. On devrait plutôt s'évertuer à trouver à ce qui nous rassemble. Et c'est ça que je trouve insupportable. La France, elle a besoin de politiques qui définissent des axes de gouvernement, et pas une mentalité de petits étudiants syndicalistes, vindicatifs, revendicateurs. Et je trouve que c'est insupportable. Tous les sujets, d'ailleurs Michel Barnier l'a rappelé hier, rien n'est menacé. Non. Enfin, personne vous faites référence à Gabriel Attal, qui a demandé instamment au Premier ministre de s'engager sur les droits des LGBT, sur l'IVG et la PMA. Or, ça a commencé avec Hollande et ça continue avec Attal. C'est insupportable, cette instrumentalisation. Oui. Est-ce que quelqu'un songe à remettre en cause l'IVG dans notre pays? Non. Est-ce que quelqu'un songe à s'attaquer aux droits des homosexuels dans notre pays? Non. Enfin, c'est grotesque. Pour aller dans votre sens, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on reproche à des personnes, à des gens, d'avoir eu des opinions il y a 10 ans. Non, mais ça, c'est insupportable. D'avoir eu des opinions il y a 10 ans. Des convictions, mais qui ont pu évoluer. C'est-à-dire de dire Retailleau ou d'autres, on n'était pas pour le mariage pour tous. Je pense que le mariage pour tous, aujourd'hui, est installé dans la société et que ces gens-là
ça. On peut être même changé d'avis depuis, peut-être pas Retailleau. Pardon, mais même s'il n'avait pas changé d'avis, on a encore le droit. Moi, je suis très à l'aise pour en parler parce que je suis LR et j'étais pour le mariage pour tous. Nous n'étions pas nombreux. Mais attendez, on a le droit. On a le droit d'avoir des convictions. Maintenant, il y a une loi, on la respecte, mais on peut pas toujours. C'est toujours cette idée, voilà, diviser les Français, les bons Français, les mauvais Français. Il y a ceux qui sont. On entend beaucoup. On vit sous le joug du narratif de la gauche bien pensante, et c'est insupportable. C'est formidable d'avoir des gens de conviction, des gens qui croient en quelque chose. On a bien vu, parce que sinon, alors la politique, c'est une affaire de petits arrangements médiocres et d'ambition personnelle, et c'est insupportable. Éric, pardonnez-moi, mais on reproche à LFI, à Mélenchon de faire du communautarisme électoral. D'une certaine manière, Attal, avec cette sortie, fait du communautarisme. Exactement. Donc en fait, il ne rassemble pas les Français, il les divise. Et moi, je trouve ça, alors depuis qu'on sait qu'il est candidat, Attal, puisqu'il a dit dans Le Point, j'ai une histoire à écrire avec les Français. Du haut de ses 30 et quelques balais, il nous explique qu'il a déjà une histoire à écrire avec les Français. Ces gens sont formidables. C'est pour ça qu'en fait, le coup de vieux de Barnier, je le dis avec beaucoup de respect, ringardise tous ces blancs-becs, tous ces gens qui tout d'un coup se sentent poussés. Oui, c'est blanc-bec, Frédéric. Enfin, ces gens qui à 30 ans ont déjà tout vécu. Il ferait bien de réécouter la chanson de Gabin écrite par Jean-Luc Dabadi. Je sais, c'est tout ce que je sais, mais ça je le sais. Ben, ces gens à 33 ans, ils savent tout, et en fait ils savent rien. Voilà. Alors, vous allez répondre, Frédéric, mais... Je suis pas avocat Gabriel Attal, mais il a 38 ans. Oui, 38. Il a 38 ans, c'est pas 33 ans. 2, je suis tout à fait d'accord. Arrêtons de rappeler toutes les 3 secondes l'âge du Premier ministre. Arrêtons, à contrario, de délégitimer telle ou telle personne. Moi, je parle du point de vue des enquêtes que l'on faisait sur Gabriel Attal dans le cadre d'enquêtes publiées, celle pour Fiducial et Sud Radio et Paris Match, ou celle pour le JDD. Ce qui est très intéressant, c'est que les Français parlaient peu de son âge. C'était plutôt des choses sur... il connaît les problèmes des Français, il ne les connaît pas. Il est dynamique, il n'a pas de résultats. La génération, c'est beaucoup moins un sujet qu'on le dit. Et par rapport à ce que vous avez dit, que je trouvais extrêmement juste sur le fait de toujours diviser, conflictualiser, sans faire de la pub, la thèse de mon livre, c'est que pourquoi il y a une crise du politique, c'est que d'un côté, on a 3 blocs qui conflictualisent tout, qui surjouent le clivage gauche-droite, et de l'autre, on a des Français, tels qu'on le voit dans nos enquêtes, qui ont beaucoup de communs, qui font beaucoup de constats consensuels sur toute une série de sujets. Et dernier point, et je me tais, s'il y a un sujet par contre sociétal où les Français veulent que ça bouge, et qui a été décapité, pardon pour ce terme, par la dissolution, c'est la fin de vie. Et c'est vrai que autant vous avez raison sur l'IVG, le mariage pour tous, il y a aucun débat. Nous verrons. Non, je parle dans les enquêtes que nous faisons où il y a une vraie déception de voir ce projet de loi qui s'est arrêté sur l'article 7 ou l'article 8 du fait de la décision du président. Les Français veulent attendez, les Français souhaitent que j'aime beaucoup vos enquêtes. Alors, on va marquer une pause. Vous allez répondre après. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble pour commenter l'actualité. Je voulais répondre, Éric, à ce que disait Frédéric Dabi sur le consensus sur la fin de vie. Mais bon, on va revenir au gouvernement. Progression d'Attal vers le pouvoir absolu. Lui qui veut écrire son histoire avec les Français. En 1964, François Mitterrand avait écrit le coup d'État permanent, stigmatisant l'accrochage au pouvoir de De Gaulle. Moi, je suggère à ceux qui adorent Attal ou à ceux qui ne l'aiment pas d'écrire pour lui le coup de com' permanent. Vous voyez, le coup de com' permanent. Quand vous regardez quand même tous ces passages éphémères dans les différents ministères qu'il a occupés, que ce soit le budget, l'éducation nationale. En fait, l'éducation nationale, on n'en parle pas parce que bon, voilà. Mais sa grande réforme, si vous n'avez pas votre brevet des collèges, vous ne passerez pas en seconde.
tout ça va à la trappe. Il est passé au budget. Il est comptable aussi de la situation, après tout, budgétaire dans laquelle on est. Pof, tout ça. Voilà. Alors, le coup de com' permanent, mon cher Frédéric Dabi, le coup de com' permanent, il faut qu'il écrive ce livre et qu'il s'explique, parce que avant d'écrire une longue histoire avec les Français, si vous voulez, il faut. Non, mais attendez. Il faut déjà la commencer. Oui. Mais il n'y a pas que lui dans le coup de com'. Moi, je vois la passation de pouvoir ce matin au ministère de l'Intérieur, où on a un Gérald Darmanin qui nous dit: si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais jamais été ministre ni député. Il était à côté d'Othman Nasrou, qui, que je sache, ne s'appelle pas Jean-Claude Nasrou. Mais ça, c'est le vertige de. Donc il y a un côté, voilà, on sent où il va aller et ce qu'il est en train d'essayer de faire. On parlait de François Mitterrand qui avait une ambition suprême, devenir président de la République, qu'il a pu honorer. Le rendez-vous, il l'a finalement eu. Là, c'est des gens, mais il a mis le temps. Le temps est passé, il y a eu plein de combats, des revirements ainsi. Là, on est face à une vitesse qui est celle d'un 2.0 accéléré. C'est effectivement, on est dans 0 et 1. C'est vraiment, il faut aller très très vite et on n'est pas comptable de ce qu'on fait. On est comptable de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas. Alors, Attal, c'était assez intéressant parce que jusqu'à très peu, c'était un acteur politique intéressant, notamment même jusqu'au moment où il se défait, ou en tout cas il fait mine de se défaire, peut-être que là aussi c'est de la communication, de la tutelle d'Emmanuel Macron. Et il devient véritablement le président d'un groupe politique à l'Assemblée nationale, potentiellement le patron d'un parti politique. Et là, c'était suffisamment intéressant. Et puis depuis, notamment sur ses dernières déclarations, c'est un peu comme Darmanin, ils perdent un peu le fil. Dans le cas d'Attal, on en parlait, et c'est Alexandra qui le disait, je lui reprends, elle pourra confirmer. Attal, son rendez-vous, peut-être qu'il est 2027, mais il est peut-être avant même, dans une géographie un peu plus réduite, mais qui peut l'amener à autre chose après, c'est Paris. Et lorsqu'il décrit ses préoccupations sociétales... Paris, c'est-à-dire la mairie de Paris. Voilà, lorsqu'il décrit ses préoccupations sociétales qui sont... il pense à une géographie. Il pense à une géographie parisienne qui est très impactée par, en tout cas, un vote. Et vous parlez de clientélisme, vous parliez tout à l'heure, de marketing politique. Aujourd'hui, LFI fait du marketing électoral en permanence. Attal, il est un peu dans cette ligne-là. Il veut pas parler à tous les Français, à mon avis, même s'il a dit qu'il avait son rendez-vous prochain avec eux. Je pense que c'est plutôt à Paris dont il s'agit. Bon, justement, Gabriel Attal n'est plus au gouvernement, donc on va le laisser poursuivre. Juste sur Moussa Darmanin. Moi, je pense au contraire que si Gérald Darmanin s'était appelé Moussa Darmanin, il aurait tout aussi bien réussi. Quant à Othman Nasrou, je me réjouis évidemment de son entrée au gouvernement, puisque nous, à la région, on le connaît bien. Il est toujours conseiller régional et vice-président, était vice-président de la région. C'est quelqu'un d'abord de très talentueux, mais surtout qui a la République chevillée au corps. Donc, ce discours est un peu lunaire quand on a Othman Nasrou à côté de soi, qui incarne exactement le contraire. Voilà. Il a porté les valeurs de la République, ça a été un élu très courageux puisqu'il était à Trappes, il faut y aller, dans ces territoires perdus de la République. Et donc je trouve très étonnant que M. Darmanin puisse tenir ce genre de discours avec Othman Nasrou à ses côtés, qui incarne ce que nous aimons dans notre pays. Alors à propos d'Othman Nasrou, il est donc secrétaire d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire à l'opposé du ministère qu'on nous avait annoncé, un ministère de la laïcité. Donc la laïcité. Je fais confiance je fais confiance à Othman Nasrou pour incarner la laïcité. La laïcité, absolument. Là aussi, changement de. Oui. Non, mais je pense que Darmanin, il est parmi les papabilés, il est sur la ligne de départ de 2027. Donc en fait, ce qu'il essaie de faire, sans doute, avec cette sortie, qui pleure. La démagogie, c'est de récupérer une partie du vote communautaire qui veut pas laisser LFI en faisant cette déclaration. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je pense qu'au contraire, avec le bilan, Darmanin a incarné la fonction de ministre de l'Intérieur. On peut penser ce qu'on veut, mais il a incarné. Les policiers l'adorent. Bien sûr. Mais il a été un bon ministre de l'Intérieur. En premier son prénom Moussa, au contraire, et qu'il ait ce bilan et ce respect des forces de l'ordre, ça aurait été un grand pas en avant pour tous ceux qui considèrent qu'on ne peut pas intégrer ou qu'il faut regarder les Français différemment suivant leurs origines. Au contraire, ça aurait été un plus. En tout cas, sur son bilan, alors, sondagièrement, c'est vrai que dans notre dernier tableau de bord, il faut officiel pour match et Sud Radio, où il a gagné 7 points. Il quitte la place Beauvau très, très populaire. La bonne gestion des JO a éclipsé l'affaire du Stade de France, qui a beaucoup marqué les Français, mais qui n'a pas été reproché. Et en termes de communication, puisqu'on a parlé de communication, il a fait quelque chose qui a été très fortement mémorisé. On le voyait dans nos enquêtes où
on ne suggère pas de réponse, mais on laisse les gens parler spontanément. C'est sur son compte Twitter X où régulièrement il donnait l'exemple de personnes qui avaient été expulsées parce qu'immigrés clandestins. Il a, je trouve, du point de vue de la communication, plutôt collé aux aspirations des Français, même si, et là c'est vrai qu'il y a une sorte de dissociation entre un bilan personnel bon, faut pas oublier, l'insécurité reste une des préoccupations majeures. Et dans notre enquête sur l'humanité, et c'est une réalité. Il y a une dizaine de jours, la phrase qu'on pose depuis des années, on ne se sent en sécurité nulle part, n'a jamais été aussi autant partagée par les Français de droite comme de gauche. Mais alors on peut revenir à ce qu'on évoquait précédemment, avec un Bruno Retailleau extrêmement ferme, en disant l'ordre, et un Didier Migaud qui vient plutôt de la gauche. Alors on va qui vient de la gauche, qui a été PS, mais c'était il y a très longtemps, donc, mais qui avait voté contre les peines planchées, qui visiblement ne va pas avoir la même sensibilité. Donc c'est toute la difficulté de ce gouvernement, parce qu'on oublie une chose, et même nous, dans l'euphorie de revoir un Premier ministre LR, n'oublions pas que personne n'a la majorité. Parce que là, on est dans le plus petit dénominateur commun. C'est ça. Alors, ça va être que vont faire le RN, que vont faire le NFP lors de la présentation de politique générale du Premier ministre. On peut douter que le RN puisse aujourd'hui décider d'aller vers la censure parce que son électorat, vous l'avez dit, les Français en général, et eux, ils ont envie d'être un parti de large gouvernement. Ils ont 11 millions, ils gèrent un patrimoine d'éventuels électeurs qui est quand même important. Et aujourd'hui, elle est tapée alors qu'il y a quand même effectivement un espoir, quelque chose qui s'est déclaré autour de Michel Barnier, une volonté en tout cas de finir cette période d'instabilité, ça serait très malvenu. De l'autre côté, on n'a pas le même agenda. LFI, LFP, ça a été vite déclaré. L'agenda, c'est de dire, nous on s'est proposé tout l'été, on nous a repoussé d'un geste de la main, et donc nous on est en capacité, en volonté de dire non, on nous a volé finalement notre capacité de gouvernement. Donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes enjeux. Maintenant, les deux partis qui sont aussi à l'œuvre, il y a Monsieur Wauquiez qui est à la tête des Républicains et du groupe à l'Assemblée nationale, qui lui n'est pas au gouvernement, même s'il a effectivement changé un peu de bord, parce qu'il ne devait pas rentrer, ni autoriser la rentrée de ses membres, qu'ils soient sénateurs ou à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Et puis de l'autre côté, on l'a dit, Gabriel Attal qui fait mine aujourd'hui d'avoir ce rendez-vous avec les Français, dont on sait qu'il va avoir là aussi, et quand un rôle important, et quand Michel Barnier dit il n'y a pas de cohabitation, oui, avec le président de la République, mais on peut avoir le sentiment que dans cette coalition, il y a déjà quand même un parfum de cohabitation qui est entre les Républicains et Renaissance, parce que la partie de Renaissance qui a été conservée, c'est pas celle qui est la plus à droite malgré tout. Contrairement à ce qui a été dit, Passe-Noyant, c'est pas à droite. Il y a plein de symboles comme ça qui sont les préférés de Macron en ce moment et qui ne sont pas tout à fait à droite, voire qui sont reliés à Monsieur Attal directement en grande partie. Non, mais il y a un narratif. Voilà. Donc il y a de la cohabitation à l'intérieur. Non, mais là, le gouvernement, très clairement, il a été construit non pas par souci de fixer un cap économique, politique. Il a été construit pour éviter une censure trop rapide, en fait. Pour essayer. C'est dramatique. Alors maintenant, je pense que les partis politiques d'opposition qui pourraient renverser Barnier ont compris ce qu'on disait tout à l'heure, notamment les RN, que les Français ont besoin de reprendre leur souffle. Bien sûr. Donc une censure là, dans la foulée, ça me semble absolument injouable. Il faudra sans doute, peut-être, si elle a lieu, attendre quelques mois. Mais surtout, je pense que la principale force de ce gouvernement de bric et de broc, c'est pour ça qu'il y a un ministère de la coordination gouvernementale, c'est sa faiblesse. Sa principale force, c'est sa faiblesse. J'ai fait un tweet autour de ça parce que, en fait, ce que les Français, non seulement demandent, c'est de reprendre leur souffle, arrêter de nous parler de politique pour l'instant, on va se calmer, on a besoin de penser à autre chose, mais surtout, vous savez, les gens aiment pas non plus qu'on frappe les gens qui sont à terre. Or, la force de ce gouvernement, c'est précisément d'être relativement faible sur le papier, des gens pas connus, de bric et de broc, incarnant différents courants politiques, et cette faiblesse-là, les Français aiment pas non plus qu'on s'acharne au moment où ils ont besoin de reprendre leur souffle. Donc, je pense qu'il a quelques mois devant lui, Barnier, quand même. Oui, je partage ce que Eric dit. Je rajouterais une couche positive pour le gouvernement. C'est le gouvernement, depuis le début du macronisme, depuis 2007, qui a le plus d'élus locaux. Et n'oublions pas qu'il y a un décalage entre un regard très sévère des Français sur les élus nationaux, qui n'arrivent plus à changer d'avis. Ça, c'est le début de votre livre. Sur les LR. Il a lu la première page. Non, pas du tout. Non, mais je dis que j'avais commencé à lire. C'est gentil. Mais et les élus locaux, parce que les élus locaux matérialisent
la promesse du politique, notamment les LR, les PS, les PC, voire certains écologistes qui arrivent à changer la vie, à montrer que le politique a encore une force. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde comptablement, si le RN et le NFP baissent le pouce, c'est motion de censure. D'ailleurs, dans l'enquête JDD, on voyait les 3 quarts des Français ont intégré ça. Mais vous avez raison, Eric, je pense que pour l'instant, personne à court terme n'osera baisser le pouce dans un contexte où on veut de l'apaisement et on veut laisser malgré tout, sans parler d'état de grâce, du côté des Français, je pense qu'il y a une attente. Mais surtout, du côté de NFP NFP, non. NFP, ils l'ont annoncé. Oui, c'est immédiat. RN, non, ils ont aucun intérêt. Du côté du RN, ils n'ont pas intérêt à faire. Ils le feront dans 6 mois. On marque une pause et on se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi. On continue de parler de ce nouveau gouvernement. C'est dramatique. C'est dramatique. Qu'est-ce qui est dramatique ? Le budget. Le budget. Allez, parlons du budget. Vous avez vu ce très intéressant papier de Jean-Pierre Robin dans le Figaro sur les 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis qu'Emmanuel Macron... Parce qu'on agonise beaucoup le pauvre Bruno Le Maire, qui part d'ailleurs expliquer aux Suisses, comme prof d'économie, ce qu'il faut faire. Vous voyez, alors que la Suisse, c'est un pays qui tourne quand même bien. Il n'a pas eu vraiment un très bon accueil. Mais il n'a pas eu le choix. Voilà, il avait un président de la République au-dessus de lui. Mais le papier de Robin est très intéressant, parce que sur les 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, alors il cite une étude qui est parue dans la revue Commentaire, pour citer toutes mes sources, et il dit qu'en fait, la moitié de cet accroissement de la dette vient du financement des retraites. Oui, c'est ce que j'ai vu, ça. Oui, non, mais c'est intéressant parce que historiquement, les retraités, c'était la clientèle d'Emmanuel Macron aussi. Donc, quand vous êtes ministre des Finances et que le président de la République vous dit, écoutez, il va falloir augmenter la retraite de base de temps. Vous vous souvenez qu'à l'époque, l'État essaie de mettre la main sur le trésor de guerre de l'Agirc-Arrco, qui est la retraite complémentaire. Ils n'ont pas réussi. Mais donc, alors, ça minimise pas du tout l'accroissement de la dette. Mais l'éclairage de Robin est très intéressant, en fait, parce qu'on parlait de Barnier, de ses 73 ans, même si dans les études célébrissimes de Frédéric Dabi, on ne fait jamais état de l'âge du capitaine de 38 ans, l'ancien Premier ministre youtubeur, par rapport au ministre Lagarde et Michard, comme je vous le disais, qui est maintenant incarné par Barnier. Mais en fait, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faudra quand même que le moment venu, ces gens qui ont creusé la dette s'expliquent sur le fond. Oui. Parce que la garde une partie de Bruno Le Maire à Bercy, où il avait convié 1500 personnes pour expliquer que tout était formidable, et qu'il partait l'esprit tranquille. Enfin, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, même si le Covid a coûté, mais enfin, il faudra que ces gens s'expliquent sur le fond quand même, parce qu'on va le payer longtemps, très longtemps. On aurait peut-être dû mettre Didier Migaud au budget, justement, puisqu'en tant que président de la Cour des comptes, parce qu'il y a quand même ce machin qui s'appelle le rapport de la Cour des comptes, qui chaque année pointe toutes les aberrations du budget, et dont on ne tient absolument pas compte. Jamais. Tous les ans, on fait le Les politiques, ils retrouvent la mémoire quand ils sont à la Cour des comptes. Pierre Moscovici, il a été ministre de l'économie et des finances, puis ensuite commissaire. Il avait oublié à ce moment-là, effectivement, de gérer son déficit. Donc c'est clair qu'après, c'est plus simple quand on est à la Cour des comptes. C'est plus simple de dire, mais vous vous trompez, vous faites erreur. C'est clair. Maintenant, moi, je suis assez d'accord sur 1000 milliards, sur cet enchaînement. Alors évidemment, ça n'est pas simplement avec Emmanuel Macron. C'est pas né il y a 7 ans. Ça s'est simplement accéléré dans un contexte où, il faut le rappeler, on a été beaucoup plus loin, nous, dans le traitement de la période Covid sur le plan économique et social, dans l'accompagnement, et très loin en surface et très loin dans le temps. Les autres pays européens, ils ont été beaucoup moins puissants sur cette réponse, et surtout, ils ont arrêté très vite. Et leur économie a été obligée de repartir dans le réel beaucoup plus rapidement. Nous, on est restés dopés, drogués à ce que le maire faisait, c'est-à-dire avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe en partie, et puis ensuite derrière, l'échec qui partait. Et donc ça a été quand même une rupture par rapport à tout ce qui s'est fait ailleurs en Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et dans d'autres pays qui avaient encore moins les moyens de le faire. Donc on a fait des choix. Ces choix-là, ils n'ont pas été discutés. Hier, Michel Barnier parlait d'évaluation des politiques publiques. Il disait, on ne peut pas continuer comme ça, à dépenser, à faire ça pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, sans comprendre si ça fonctionne pas. Et ben là, il y a une évaluation qui serait intéressante à faire sur cette période-là. Exactement. Oui, mais quand il dit hier, alors il a promis de ne pas augmenter les impôts, mais les plus riches pourraient être mis à contribution. Ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est qui les plus riches? C'est quoi? À partir de combien? Est-ce que c'est les entreprises? C'est un sujet inflammable, parce qu'on sait très bien
que la question fiscale, la question d'augmentation des impôts peut vous descendre en flammes, un gouvernement. On se souvient du Nicolas Sarkozy, du dernier budget de François Fillon, on se souvient du ras-le-bol fiscal de 2013 avec Pierre Moscovici, vous le citiez, et François Hollande. Et Michel Barnier a intérêt à très vite dire, à être très précis. Qui, quelle tranche, quelle cible? Parce que pour les Français, quand on dit augmentation d'impôts seulement des plus riches, ils entendent augmentation d'impôts. Oui, et c'est quelque chose où, dans un contexte où le pouvoir d'achat est quand même un vrai sujet, peut être très très compliqué à gérer. Je ne sais pas trop qu'il était très clair hier sur la réponse d'ailleurs. Je vais vous dire, dans l'enquête JDD qui est faite sur 2 semaines, entre la première semaine et la deuxième semaine, Michel Barnier a perdu 5 ou 6 points de satisfaction, et on a des verbatims, c'est pas une hypothèse, c'est essentiellement lié à la question des hauts impôts. Je rappelle en gros quand même que dans les barèmes INSEE, considéré comme riche quelqu'un qui gagne pour un célibataire, plus de 4 000 euros par mois. Donc en dessous, vous êtes classe moyenne. Donc si l'idée c'est d'augmenter l'impôt, par exemple sur le revenu des gens qui gagnent plus de 4 000 euros par mois, à mon avis là, vous allez avoir... Alors il va pas perdre 5 points là. Mais c'est quoi? Les plus riches, c'était pas clair. Il a fléché l'impôt... En tout cas, les prélèvements qui pourraient tourner autour des multinationales qui ont des résultats, il l'a dit clairement. Alors, c'était un peu en deuxième niveau de réponse, mais c'est quand même l'orientation qui a été donnée. Ce qui était moins clair, c'est dans l'intervention du nouveau ministre de l'économie, où là, pour le coup, les verbatims sont un peu plus hésitants, un peu plus éparses. Donc, il y a besoin d'une coordination, là, pour le coup, de la prise de parole, parce que ce sujet-là, effectivement, est très fort. Si c'est le capital, si c'est les grandes entreprises multinationales, leur contribution à l'effort temporaire par rapport à leurs résultats, qui, par ailleurs, sont des résultats essentiellement financiers en ce moment, et très peu de marché, et là, il faut faire attention aussi à ces entreprises-là, qui payent leurs impôts parfois à l'extérieur. C'est ce qu'il a voulu dire hier, de manière peu claire, attention, ou pas assez claire. Attention, je rappelle quand même que feu le grand ministre des Finances Bruno Le Maire, qui avait essayé de mettre en place une taxe sur les énergéticiens. Vous vous souvenez, au moment de la flambée, ça devait rapporter 18 milliards d'euros, je crois, ou 17, et ça rapportait quelques centaines de millions d'euros. Donc, c'est une idée de taxer les choses, c'en est une autre d'avoir l'efficacité des recettes supplémentaires qui rentrent dans le budget de l'État. Parce que là, on est quand même sur la corde raide. Vous vous souvenez, Jacques Delors, ministre des Finances, qui avait dit « Ne vous moquez pas du FMI, on pourrait en avoir besoin bientôt ». Bon, et c'était il y a des années et des années et des années, quand il était ministre des Finances de François Mitterrand. Donc aujourd'hui, vous avez un Premier ministre qui dit la situation budgétaire est très grave, faut pas prendre ça à la légère. Non. Il y a une très grande gravité. Alors peut-être la seule force énorme que l'on a, c'est que, vous savez, la France, c'est quand même la deuxième économie de la zone euro. Laisser aller au bain la deuxième économie de la zone euro, si les Allemands avaient cette tentation-là, alors qu'eux, ils ont d'autres problèmes, ça serait remettre en cause la zone euro. Donc, on est too big to fall, si vous voulez. On est trop gros pour tomber. Mais quand même, on joue avec le feu. Oui. Bon, pour l'instant, il n'a rien dit de définitif et d'irrémédiable. Il était un peu aussi lui faire confiance. Il était un peu dans le flou hier. Moi, j'ai envie de croire qu'avant d'envisager d'augmenter les impôts, il va surtout s'attaquer aux dépenses. Bon, c'est ça. Il n'aura pas la solidité politique pour faire des réformes. Il ne peut pas faire de réformes dans la dépense publique. Attendons. Et de toute façon, cette situation budgétaire catastrophique de notre pays, c'est l'héritage de Macron. Et je voudrais bien qu'on n'oublie pas. Et d'avant, mais c'est l'héritage des gouvernements d'Emmanuel Macron. Absolument. Et il a été conseiller économique et financier de M. Hollande. On termine avec un coup de cœur que vous n'avez pas pu faire, Alexandra Spinner. Oui, moi, sur la santé mentale. Je trouve que c'est formidable que ce soit érigé en cause nationale, parce que c'est un vrai tabou français. Et je crois que, en fait, les JO, de ce point de vue-là, ont été une formidable leçon, parce qu'on a vu que c'est pas seulement être faible que d'avoir ces problèmes. Il faudra que ça suive aussi en termes de budget pour des psychiatres, pour des accueils pour les personnes les plus. Moi, je suis convaincue que Michel Barnier va se donner les moyens
de s'attaquer à ce problème parce qu'on sait combien les tensions, les violences, les confinements, le Covid ont pesé sur la santé mentale des Français et aussi sur la santé de notre pays et la cohésion de notre pays. Donc voilà, gros coup de cœur. Je trouve que nous, à la région, c'est un sujet dont on s'est emparé depuis longtemps et je me réjouis qu'enfin... il en a fait donc une cause nationale. Absolument. De la santé mentale des Français. À suivre, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.